Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il y aurait environ 20 milliards de fourmis dans le monde, soit 20 millions de milliards. Ce chiffre délirant est une estimation qui a été obtenue par un groupe de scientifiques de l'université de Hong Kong, qui a en fait recoupé et analysé les résultats de 489 autres études de divers pays, qui avaient en fait estimé localement leur propre population de fourmis. Pour mettre en perspective ce nombre, avec 8,2 milliards d'êtres humains sur Terre en 2025, cela fait donc qu'il y a 2 444 000 fourmis par personne. Je propose donc courageusement tout de suite notre réédition au peuple des fourmis. Le saviez-vous? Les poufs, pas cela, étaient d'énormes coiffures, enfin échafaudage à ce stade, portées à la cour française durant la fin du XVIIIe siècle. Constitués de fils de fer, de tissus, de crins, de gaz et de faux cheveux, rattachés aux vrais cheveux dressés en position quasi verticale, ces derniers pouvaient coûter une véritable fortune, avec des compositions atteignant jusqu'à 50 000 livres pièces, soit, si l'on en croit Wikipédia, près de 65 000 € actuels, ou, si l'on en croit ce convertisseur en ligne, plus d'un demi-million. Ce qui n'est certainement pas le prix des 2 nouveaux t-shirts et du bonnet avec le logo refait disponible sur rad.fr. 10% de réduction avec le code. Inventé par Léonard Alexis Autier, le coiffeur favori de la reine, Marie-Antoinette, ce avec l'aide de Rose Bertin, la surnommée pour sa part ministre des modes par celle-ci, les dites coiffures, portées pour la première fois par la duchesse de Chartres en avril 1774, lors d'un opéra, sous le nom de pouffe au sentiment, devinrent rapidement à la mode, popularisées en grande partie par la reine elle-même, qui en porta un peu plus d'un an plus tard, lors du sacre de Louis XVI, le 11 juin 1775. Et il fallut suivre le mouvement, puisque les poufs et leurs thématiques changeaient régulièrement, passant par des thématiques sur la nature, avec jardins de fleurs, paniers de fruits et animaux, à des thématiques sur les régions du monde, ou encore sur les signes du zodiaque, à enfin l'actualité, pour appuyer la politique du roi. L'une des coiffures parmi les plus extravagantes à ce titre étant celle de la Belle Poule, portée par la reine pour célébrer la victoire de la frégate Belle Poule, et donc par la même occasion de soutenir la politique du roi, qui fut de déclarer la guerre à l'Angleterre suite à cette victoire. Un autre pouf porté par la reine, qui nous est cette fois uniquement connu par écrit, étant un modèle avec des feuilles de pommes de terre, qui avait cette fois été porté pour appuyer la politique de Louis XVI de cultiver des patates dans le royaume de France afin d'enrayer la famine qui sévissait alors. Cependant, ces changements de mode quasi constants à la cour ne pouvaient être suivis par les dames les moins fortunées, qui trouvaient donc des astuces pour garder leur coiffure jusqu'à 1 ou 2 semaines sur leur tête. En permanence, nuit comprise, avec 2 ou 3 oreillers pour soutenir la tête vu la hauteur et le poids des coiffures, qui pouvaient dépasser les 5 kilos et dépasser le mètre. Des dimensions hors normes qui ne manquèrent pas d'être moquées tant en France qu'à l'étranger chez les Anglais. Pour les conserver aussi longtemps, elles utilisaient ainsi une pommade à base de graisse animale et de farine de blé qu'elles enduisaient sur leur coiffure, qui était de même protégée des intempéries, comme le vent ou la pluie, avec ce que l'on appelait une calèche, qui était basiquement un énorme couvre-chef. Au bout donc généralement de 1 à 2 semaines, au mieux, le mélange avec la pommade finissait par devenir rance, et attirer la vermine. Bon up. Ce qui était donc le signe qu'il fallait enfin défaire le tout et laver les cheveux avant de recommencer une nouvelle coiffure. Le saviez-vous? Le véhicule terrestre piloté qui détient le record du monde pour sa vitesse de pointe sur 1 mile, soit environ 1,6 km, est, depuis le 15 octobre 1997, encore à ce jour détenu par le Thrust SCC, un bolide de 10 tonnes et demie à l'époque piloté par l'ancien pilote de chasse Andy Green, qui, poussé par 2 moteurs à réaction Rolls-Royce Space 202, générant une poussée de 106 000 chevaux, soit l'équivalent d'environ 3 Boeing 737,5, lui donnèrent une accélération de 0 à 100 en 1,6 secondes, un mur du son franchi en 30 secondes, franchi alors officiellement pour la première fois de l'histoire au passage par un véhicule terrestre piloté, et enfin une vitesse maximale et record de 1227 km/h, soit un équivalent de 340 mètres parcourus par seconde. Pour battre ce record, un autre engin est en développement depuis maintenant 2008. Il s'agit du Bloodhound. Sa vitesse visée est de dépasser cette fois non pas les 1000 km/h, mais les 1000 miles à l'heure, soit 1609 km/h, avec une pointe visée à 1690. Il sera cette fois-ci propulsé par un turbo-réacteur à double flux Eurojet EJ200 muni de post-combustion et d'un moteur fusée, le tout pour une poussée totale de 135 000 chevaux. La voiture, en 2019, alors encore non équipée de son moteur fusée, avait déjà été testée par Andy Green lui-même qui servait toujours de pilote et avait atteint les 1010 km/h. Le projet qui avait été mis en pause avec le Covid a repris en 2022, avec cette fois-ci Andy Green en tant que pilote non plus du véhicule mais du projet. En revanche, ces records, bien que très impressionnants, ne sont rien face au record d'un véhicule terrestre non piloté par un humain.
qui est pour sa part 10 fois plus élevé. Le saviez-vous? Le HHSTT, ou Haloman High Speed Test Strike, est une infrastructure militaire de l'US Air Force, servant entre autres aux tests de vitesse. Situé à la base américaine de Haloman au Nouveau-Mexique, des tests y sont effectués depuis 1949 avec des véhicules propulsés par fusée sur rail. Au début testés avec un sujet humain à bord des 10 véhicules, ces tests s'arrêtèrent rapidement dès 1954 au vu des vitesses atteintes qui étaient bien trop élevées pour les 10 sujets. Testés dès lors sans humains, les records ont continué de progresser, de même que la longueur du rail de test qui passa progressivement de 1 à 15 km. Le dernier record publié en date, daté du 20 mai 2019, a ainsi été établi à 10 620 km/h, soit 8,6 fois le mur du son. On en regarde de suite un extrait. Attention, ne clignez pas des yeux, c'est maintenant et voilà, l'extrait est terminé. Le saviez-vous? Le 9e plus haut sommet du monde, le Nanga Parbat, situé dans la chaîne de l'Himalaya, avec ses 8125 mètres environ, fut la montagne la plus mortelle de l'histoire de l'alpinisme avant qu'une première ascension ne soit réussie. Avec une première expédition en 1895, tentée par l'alpiniste anglais Albert Mummery, qui en sera la première victime, emportée par une avalanche, la montagne causera la mort de 31 personnes, dont 16 dans une seule expédition, emportée aussi par une avalanche en 1937. Son sommet ayant été atteint pour la première fois 58 ans après la première tentative, ce le 3 juillet 1953 par l'Autrichien Hermann Böll. La montagne avait d'ailleurs été surnommée la montagne tueuse par son expédition. Depuis, le sommet a été atteint à plusieurs reprises, mais son ascension reste cependant très dangereuse et de nombreux morts ont été à déplorer. En revanche, en termes de dangerosité absolue à ce jour, le titre ne revient non pas au Nanga Parbat, ni encore au plus célèbre et au démon, l'Everest, puisque malgré ses plus de 340 victimes, le titre du mont le plus dangereux se dispute aujourd'hui entre le K2, le deuxième plus haut sommet du monde, et l'Annapurna 1, la montagne la moins gravie des 8000. Deux sommets qui, bien qu'ayant un nombre de morts moins important que l'Everest, avec respectivement 75 et 96 victimes, possèdent cependant des taux de mortalité bien plus élevés par rapport au nombre d'ascensions réussies, estimé environ entre 23 et 32% de mortalité, loin des environ 1 à 4% de l'Everest. Et d'ailleurs, concernant l'Annapurna 1, le saviez-vous? L'Annapurna 1 est paradoxalement la montagne au-dessus des 8000 mètres ayant été gravie le moins de fois avec succès, tout en étant la seule qui fut atteinte avec succès dès sa première tentative. Exploit réussi par une expédition française le 3 juin 1950, ce fut d'ailleurs le tout premier des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la Terre à avoir été atteint. Le saviez-vous? L'on doit le terme de boycott à Charles Cunningham Boycott, qui fut lui-même la première victime d'un boycott. Alors dit comme ça on dirait que ça s'annule, mais je vais expliquer. Ancien capitaine de l'armée britannique, devenu intendant pour les terres du 3e Lord Erne, John Crichton, des terres situées dans le comté de Mayo en Irlande, le rôle de Charles Boycott consistait en fait à superviser les fermiers qui louaient la terre du Lord pour la cultiver, ce entre autres en récoltant les loyers. Sauf que durant l'été 1879, dû à de mauvaises récoltes, les 10 fermiers réunis ensemble via l'organisation politique de la Land League, à ce moment-là récemment formée, avec pour but d'abolir le système foncier en place en Irlande et de permettre aux cultivateurs de devenir propriétaires des terres qu'ils travaillaient, demandèrent face au manque de rendement une réduction de leur loyer au Lord. Celui-ci leur proposa 10% de réduction, mais insatisfaits, ils en réclamèrent 25, estimant leur part trop importante. Une demande qui fut refusée par le Lord, qui envoya donc l'ancien capitaine, Charles Boycott, expulser ceux qui refuseraient de payer le taux fixé. Face à la tension montante, celui-ci fut accompagné de 7000 troupes de l'armée britannique et de la police venus sur place lui prêter main forte. Stewart Parnell, le président de la Land League, exhorta alors les fermiers locataires à une méthode de résistance ne recourant pas à la violence. La dite méthode, couper toute communication avec ceux qui refuseraient de faire baisser leur loyer. En l'occurrence, le représentant donc du Lord sur place, Charles Boycott. Les fermiers appliquant la mesure, celui-ci devint ainsi rapidement une sorte de paria parmi la population. J'en cite un journal d'époque, le capitaine Boycott fut mis en interdit absolu. Aucun ouvrier ne consentit à travailler pour lui. Aucun marchand ne voulut lui vendre la moindre provision. Lettres et dépêches furent interceptées, et, pour sauvegarder sa vie, il ne put sortir de chez lui qu'armé jusqu'aux dents et accompagné d'une escouade d'agents de police. Finalement, des fermiers mercenaires venus du comté d'Ulster furent dépêchés sur place pour reprendre l'activité. Oui, c'est que tout était à l'arrêt, du coup. Des fermiers armés durant leur travail, tout en étant protégés par des soldats. Cette résistance employée par les habitants de Mayo fera à l'époque beaucoup de bruit et se popularisera via les journaux de divers pays.
chose qui popularisera de même le nom de boycott, qui se transformera rapidement en verbe pour désigner l'action des habitants, et donnera naissance au terme boycotter ou boycotting en anglais. Finalement, la situation, quelque peu explosive, finira par s'améliorer via la promulgation de la loi foncière de 1881, qui fera que les loyers ne seront plus fixés par les propriétaires terriens, mais par des tribunaux. Chose qui rendit ceci rapidement plus équitable. Bon après ça a pas résolu tous les problèmes d'un coup non plus, mais là on en a pour une heure. Après ces événements, Boycott continuera de servir le Lord Erne dans le comté de Mayo, tout en conservant étrangement sa tête, avant de partir en 1886 pour travailler dans le comté de Suffolk en Angleterre. Le saviez-vous? L'île de Lundy, une île située au large des côtes britanniques, à proximité du canal de Bristol, fut pendant plusieurs années au XVIIe siècle, d'environ 1630 à au moins 1635, le repère de pirates musulmans de la République de Salé, aussi appelée la République de Bourgreg. Une république corsaire qui était née de l'arrivée de musulmans expulsés d'Espagne sur ordre du roi, de 1627 à 1668 à l'embouchure du fleuve Bourgreg sur le territoire actuel du Maroc. L'île occupée par ces derniers fut ainsi probablement utilisée comme base d'opération pour leurs activités. Des activités qui allaient de la Manche à l'Atlantique jusqu'à l'Islande et qui incluaient entre autres le marchandage d'esclaves. Connus sous le nom des écumeurs des mers de Salé, ou Sally Rovers en anglais, ce sont, pour la petite sous-anecdote, ces pirates qui dans le roman de Robinson Crusoe, paru en 1719, capturent en fait ce dernier après son départ de York en 1651. Bien que ceux-ci finirent par être délogés de Lundy vers 1635, la République de Salé, elle, subsista jusqu'à 1668. Cependant affaiblie et en proie aux luttes internes, elle sera progressivement vaincue et détruite par les sultans du Maroc Moulay Rachid et Moulay Ismaïl. Chose qui n'empêchera pourtant pas la pratique de la piraterie de perdurer sur les rives de Bourgreg, ce jusqu'au début du 19e siècle. Mais concernant l'île de Lundy, quelques siècles après cette occupation pirate, elle connut un autre événement pour le moins insolite, puisqu'elle fut le lieu de résidence d'un monarque autoproclamé. Le saviez-vous? En 1925, un certain Martin Coles Harman, homme d'affaires londonien, acheta l'île de Lundy en tant que propriété privée, et se déclara peu après le roi de Lundy. De vraiment pire nom de tyran possible. Sans jamais déclarer une indépendance totale par rapport au Royaume-Uni, il frappa cependant sa propre monnaie, le puffin, du nom de l'oiseau de l'île lui servant d'emblème, et imprima aussi ses propres timbres, aujourd'hui d'ailleurs très recherchés, chose pour laquelle il sera condamné par la justice britannique en 1931. L'île, pour sa part, après avoir passé plusieurs années dans sa famille, fut finalement rachetée en 1969 par le Landmark Trust, une fondation de charité privée, créée quelques années auparavant, en 65, qui est encore à ce jour vouée à la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques, dont elle aménage une partie pour la location de vacances afin de financer les réparations et entretiens de ces diverses propriétés historiques. L'île, aujourd'hui sans habitants permanents, ses derniers résidents qui servaient à faire fonctionner ses phares ayant été remplacés par des phares automatisés, n'est ouverte qu'aux touristes que 6 mois par an. Celle-ci étant devenue en 1986 la première réserve marine anglaise et la première zone de conservation marine du pays en 2010. Néanmoins, l'île garde encore à ce jour une partie de l'héritage de Harman, puisque les touristes ont la possibilité d'envoyer leur courrier via le service postal de l'île qu'il avait créé en 1929, et qui n'est en fait pas moins que le plus ancien service postal privé encore actif du monde. Ainsi, ce ne sont pas moins de 40 000 courriers par an qui sont envoyés via ce service depuis cette île qui n'est pourtant ouverte que 6 mois seulement et qui ne possède pas le moindre habitant permanent. Comme quoi,